ça par l'Ukraine. Nous avons vu un peu les derniers événements, le référendum dans l'est de l'Ukraine, le massacre d'Odessa. Quel bilan petit faites-vous de la crise ukrainienne? Bon, moi je ne suis pas spécialiste de l'Ukraine, mais on ne peut pas être spécialiste de tous les pays auxquels, disons, les États-Unis ou l'Occident s'attaquent. La Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Syrie, l'Irak, la Yougoslavie, la Libye, etc. On ne peut pas tout suivre, on ne peut pas être spécialiste de ça. Mais comme dit un ami américain à moi, les gens qui sont contre la politique d'ingérence n'ont pas besoin de savoir qui sont les bons et les mauvais dans tous les pays du monde, puisqu'ils ne veulent pas s'ingérer. Bien. Donc ma position ne dépend pas de cela, mais évidemment, je vois le prisme, je regarde, je réfléchis surtout à ce que je lis dans la presse. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a vu dans la presse? C'était assez surréaliste. On a d'abord vu une première séquence où vous avez des manifestations de rue dont il est évident qu'elles sont violentes. Bon, peut-être c'est un régime répressif et on peut comprendre, etc. Bon, des manifestations violentes qui aboutissent à un accord avec Yanukovych, signé par les ministres des Affaires étrangères de France, de Pologne et d'Allemagne, si je me souviens bien. Et le lendemain, le type est parti renversé par la rue. Donc, si ça, c'est pas un coup d'État, je ne sais pas ce que c'est qu'un coup d'État. Peut-être un coup d'État. Alors, on nous dit c'est le peuple ukrainien qui est en révolte, etc. Bien. Or, si on regarde la carte électorale qui avait mené à Yanukovych, qui avait permis à Yanukovych de gagner les élections, on se rend compte que Kiev et toute la partie occidentale avaient voté contre lui, et la partie orientale avait voté pour lui. Donc, on ne sait pas a priori, la partie qui a voté pour lui, si elle est contente de ce coup d'État. Il s'avère qu'elles ne sont pas contents. Il s'avère qu'il y a des manifestations. Maintenant, tout est inversé. Maintenant, le gouvernement putschiste, ah non, il doit rétablir l'ordre contre les terroristes, contre, etc., y compris des gens qui vont pacifiquement faire des référendums, etc. C'est presque une comédie. Je veux dire, avant, on a des manifestations dont on dit qu'elles n'ont pas violentes alors qu'elles le sont, qui aboutissent à un renversement violent d'un gouvernement. Et maintenant qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est comme ça, nous, on n'a plus rien à voir avec l'Ukraine, parce que, bon, c'est plus notre État, hein, c'est comme a dit Poutine, après 1917, l'Empire russe n'existait plus, puisqu'il avait été renversé, donc les Polonais, les Finlandais, etc., disaient, nous, on ne fait pas partie de ce nouvel État. Les Géorgiens aussi, d'ailleurs, à l'époque. Et donc, comment dire, ici, c'est vraiment surréaliste, les biais de la presse, sans connaître le détail, sans avoir de solution pour l'Ukraine, etc. Moi, je ne vais pas m'ingérer là-dedans, mais les biais de la presse sont évidents et absolument, je veux dire, je suis même choqué parce que quand je suis assez vieux, malheureusement, pour me rappeler du renversement d'Allende, par exemple, en 1973, et à ce moment-là, il y avait quand même dans la presse démocratique une certaine indignation. On n'a pas dit « Ah, Pinochet, c'est magnifique, etc. » Or, maintenant, c'est un renversement qui, à la différence, évidemment, de Pinochet n'est pas fait par l'armée, mais soi-disant par la rue. Et une rue très très bien organisée, militarisée, avec des groupes néo-nazis. Bon, on peut discuter de leur influence, mais enfin, ils sont là. Et tout ça, je ne vois pas pourquoi on considère ça comme démocratique. Et qu'en plus, on considère que les gens qui ne sont pas contents de ce putsch, vont dire non, ça vous devez accepter l'autorité de l'État. Surréaliste. Mais surréaliste, moi je tombe par terre, je tombe par terre du fait qu'il y a si peu de protestations en France, contrairement par exemple à l'Allemagne. En Allemagne, il y a beaucoup de gens, y compris dans le Grand Canada, c'est assez intéressant aussi, c'est que beaucoup de capitalistes allemands sont mécontents de ça, ne veulent pas de sanctions contre la Russie, veulent continuer à faire du business avec la Russie, des articles dans la presse américaine, etc. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une vue simpliste à gauche qui veut que les guerres, les provocations sont toujours dues aux méchants capitalistes. Ici, en fait, les capitalistes veulent la paix. Et les compagnies pétrolières veulent la paix avec la Russie. Mais ce qu'ils ne veulent pas, ce qui veut les tensions, c'est les néoconservateurs à droite, si on veut, et ce que j'appelle la gauche des droits de l'homme à gauche, c'est-à-dire des trucs genre libération et tout ça, qui font de l'agitation depuis des années pour la politique d'ingérence, BHL, Kouchner et tout ça, et tous les gens qui les ont suivis idéologiquement, comme Bendit, les Verts. En Allemagne, les plus excités sont les Verts, et c'est plutôt des milieux sociodémocrates, mais qui sont quand même, qu'on dirait de droite à certains égards, comme l'ancien chancelier, plusieurs anciens chanceliers, mais Schröder, entre autres, qui est pour la paix avec la Russie, mais aussi Helmut Schmidt, qui est assez âgé, qui est aussi sur cette ligne, et alors évidemment aussi des politiciens de droite. C'est assez surréaliste de voir comment la guerre maintenant, la confrontation, la provocation, la montée des tensions est devenue une idéologie de cette nouvelle gauche écolo, comme ça, droit de l'homiste, et c'est de la folie furieuse.
En Allemagne, justement, le traitement médiatique est très biaisé contre la Russie parce que beaucoup de ces médias sont liés à des fondations américaines, transatlantiques, atlantistes, etc., comme en France, mais apparemment il y a plus de réactions dans la population, il y a plus de protestations. Mais en France, il y a aussi, je pense que sur le web, etc., on va voir beaucoup de protestations sur les sites des journaux, etc. Mais c'est peut-être moins articulé, quoi. Il y a peut-être moins de relais quoi, politiques, médiatiques, etc. Bien qu'il y en a, évidemment, il y a le Front National, par exemple, qui prend position. Mais alors, parce que, évidemment, ça c'est l'arc réflexe habituel en France. Dès que le Front National dit quelque chose, tout le monde se sent obligé de dire le contraire. S'ils disent il fait plus chaud en été qu'en hiver, on va dire le contraire parce qu'on ne peut pas être d'accord avec le Front National. Mais ici, moi j'ai entendu Marine Le Pen, je suis désolé, je ne suis pas d'extrême droite, ni même de droite, mais là je suis d'accord avec elle. Et on a vu un petit peu le massacre d'Odessa il y a quelques semaines. Est-ce que il n'était pas un petit peu révélateur d'une certaine léthargie des médias on peut imaginer que si par exemple il était prouvé que la Russie avait fait ça, on en aurait entendu. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pas la léthargie des médias, c'est les biais systématiques des médias. C'était la même chose avec l'incident de la Ghouta en août 2013 en Syrie. Ils ont tous dit que le massacre était dû au gouvernement d'Assad, alors que maintenant c'est très douteux. Il y a des études du MIT qui montrent que ça ne pouvait pas être dû à eux, etc. Donc c'est très. Tout ça, c'est systématique. Et évidemment, si l'incendie est, comme il semble, dû à des milices pro-occidentales, mais en réalité un peu néo-fascistes sur les bords, là on nous dit, oh, mais il y a eu un incendie qui a fait 40 victimes, etc. Enfin, on n'a pas l'indignation habituelle, quoi. Oui, c'est tout à fait. Ça, c'est la routine, hein. C'est la routine. Mais je veux dire... moi, je ne veux même pas spéculer sur ce qui s'est passé exactement dans cet incendie, parce que c'est toujours trop tôt pour le dire dans ce genre de choses. Moi, je ne veux pas prendre de position, j'observe simplement qu'en Ukraine de l'Est et du Sud, il y a un rejet de ce nouveau gouvernement qu'on nous a présenté comme la rébellion des Ukrainiens, alors qu'il suffisait de regarder une carte du vote pour voir que les types qui se rebellaient étaient ceux qui avaient voté contre le gouvernement. Alors c'est un peu comme si on disait que l'opposition manifeste contre le gouvernement Hollande, donc du coup c'est démocratique. Et alors alors, ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'on nous présente Poutine comme une espèce de tyran, alors qu'il a peut-être 75-80% d'opinion favorable, et Hollande est à 15%, et ça c'est démocratique. Je ne sais pas quelle idée ils ont de la démocratie, c'est tout à fait fou. Et alors ils vont évidemment me dire, oui, mais en Russie les médias sont homogènes, mais ils sont homogènes ici aussi. Alors... Nous avons vu il y a quelques jours, début mai, l'organisation du premier congrès de la dissidence qui réunissait un nombre de personnalités diverses et variées. On a vu le gouvernement belge qui a un petit peu interdit les rassemblements. Un petit peu, beaucoup, oui. Beaucoup interdit les rassemblements. Quel regard portez-vous sur cet événement? Ben, pour moi, il y a deux... Bon, ce qu'il y a, c'est que le gouvernement n'a pas un petit peu interdit. Il a interdit le rassemblement à l'endroit prévu, il a interdit sur tout le territoire bruxellois, il a envoyé des autopompes, il a envoyé la police contre des manifestants totalement pacifiques. Donc la seule motivation possible, la seule justification juridique possible de ce genre d'interdiction, il n'y a pas encore de loi de censure avec interdiction préalable. On dit pas, en pratique c'est ce qu'on dit, on dit vous avez dit des trucs antisémites donc vous ne pouvez plus jamais parler. Non, en principe non. De même, un type a volé, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas se promener en rue et sous prétexte qu'il va de nouveau voler. Donc, je veux dire, mais pour la liberté d'expression, on a l'impression que oui, mais dans la presse ils disent toujours ils ont été condamnés pour propos antisémites, donc ils ne peuvent plus rien dire, plus se rassembler, etc., etc. Alors ce congrès de la dissidence a tout de suite été taxé dans la presse de congrès antisémite. Mais ce n'était pas le nom qu'ils se sont donné. Et en fait, du peu que j'ai regardé, parce que je n'ai pas tout regardé, je n'étais pas là, il n'y a pas eu énormément de propos antisémites. Il y a eu des plaisanteries de Dieudonné, mais par exemple, Pierre Hillard, il s'est occupé des eurorégions. Jacob Cohen, il a parlé du Mossad et des agents d'influence du Mossad. Ben, en soi, c'est pas antisémite. C'est pas s'il a raison ou tort, mais en soi, c'est pas antisémite de parler d'un service d'espionnage israélien. Donc, il a, comment dirais-je, bon, j'ai pas tout écouté, donc je ne sais pas ce qu'il s'est dit par ailleurs. Évidemment, je ne sais pas s'il a parlé, mais ils sont attaqués parce qu'ils ont invité Verissen. Verissen lui dit ailleurs, pas dans ce congrès, mais ailleurs, qu'il est explicitement raciste et antisémite. Donc lui, évidemment, je ne peux pas dire qu'il n'est pas antisémite puisqu'il le dit, mais je ne sais pas s'il a parlé, là, moi je n'ai pas tout vu. Mais seulement ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a eu des autopompes, on les a chassés et on a donné comme motivation de l'interdiction la possibilité de trouble à l'ordre public. Alors, la possibilité de trouble à l'ordre public venait de possibilité de contre-manifestants.
les gens dissidents ont gardé le lieu secret jusqu'à la veille pour éviter qu'il y ait des contre-manifestants. Il n'y a pas eu de contre-manifestants. Quand on a envoyé la police, les types ne se sont pas défendus. Alors que j'ai quand même vu beaucoup de manifestations où les gens envoient des pierres ou, je sais pas, ou des cocktails Molotov sur la police, c'est pas en Ukraine en particulier. Donc ils auraient pu se défendre. Ils sont restés debout, faisant le geste de la quenelle, en étant aspergés par les autopompes, etc. C'était totalement non violent, même quand ils sont attaqués. Donc il y a quelque chose de surréaliste dans la logique. Les types disent que les dissidents sont des antisémites. Comme c'est antisémite, on n'explique même pas qu'eux ne s'appellent pas comme ça. On dit qu'il faut les interdire à cause de troubles d'ordre public qui ne se produisent pas même quand on les a interdits et qu'on les réprime. C'est comme Dieudonné, quand il est venu à Bruxelles l'année passée, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, on a vidé Manu Militari son spectacle, on a envoyé des flics vider sa salle de spectacle, dans un spectacle où on envoie des flics, parce qu'on envoie des flics dans les spectacles pour relever les propos antisémites, et même les types qu'on a mis là n'ont rien remarqué d'antisémite dans le spectacle, il n'y a pas de poursuite. Mais n'empêche, on a interdit son spectacle en plein milieu du spectacle de façon totalement illégale. Donc, je veux dire, on est dans l'illégalité. L'État belge, à mon sens, est dans l'illégalité la plus totale. Et les médias, évidemment, suivent, personne ne proteste. Tout le monde dit oui, mais bon, comprenez, Laurent Louis, c'est pas un type sympa, enfin, l'organisateur, ou ils peuvent dire voilà, il y avait Rissen, ou je sais pas qui. Bon, mais tout ça, c'est pas des arguments juridiques, c'est rien. Juridiquement, ça tient pas. Donc moi, je trouve ça très grave. Et je trouve ça très grave, surtout quand je vois tous mes amis de gauche ou d'extrême gauche qui disent oh, ils minimisent le problème, et ils ne se rendent pas compte qu'évidemment, si on les considérait comme dangereux, on ne les considère pas comme dangereux. Mais si on les considère comme dangereux, on fait la même chose. On a fait la même chose avec les communistes après la guerre, on l'a fait avec les gauchistes après 68, etc. Donc, c'est que maintenant, le danger supposé, qui est un peu imaginaire, c'est les antisémites, l'extrême droite, etc. Et alors, la dissidence, et c'est pour ça qu'on les réprime, mais quand on autorise l'État à utiliser des moyens arbitraires contre ce qu'eux considèrent comme le danger, on autorise le même État à utiliser les mêmes moyens contre vous-même si vous étiez considéré comme l'ennemi public à un moment donné. Donc, moi je trouve que la situation est absolument injustifiable et l'absence de réaction des démocrates, des progressistes, des extrêmes gauche, de gauche, etc., absolument injustifiable également. On a vu que les élections européennes approchent maintenant. Est-ce que vous attendez quelque chose du scrutin? Est-ce que vous pensez que le mouvement eurosceptique assez conséquent est en train de se faire en Europe, spécifiquement en France? Quelle opinion avez-vous de ça? Je vais répondre pour la Belgique d'abord parce que, bon, en Belgique, je pense que le seul mouvement qui est réellement eurosceptique du côté francophone, en tout cas, qui est pour la sortie de l'Europe, c'est justement le mouvement de Laurent Louis debout les Belges. D'accord? Moi, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je n'avais pas été au meeting. Je n'ai pas été au meeting parce que je n'étais pas invité. Et si j'avais été invité, je n'aurais pas été. Parce que, à part le fait que je suis en désaccord avec le fait qu'il soit interdit, ce n'est pas ma ligne politique, parce que souvent je trouve que le problème de Laurent Louis, c'est qu'il fait beaucoup d'attaques personnelles, donc lui estime justifiées, bon, mais ça, sur le Premier ministre qui est soi-disant pédophile, sur des ministres qui ont fait des... Bon, là, il y avait une ministre de l'Intérieur qui a des choses à se reprocher, mais disons, ce n'est pas mon style de politique. Je considère qu'il faut toujours étudier les structures politiques, et pas les personnes, d'accord? Et c'est vrai que c'est historiquement, je ne veux pas dire d'extrême droite, mais typique de l'extrême droite, s'attaquer aux personnes plutôt qu'aux structures, de considérer que voilà, et si on donnait un grand coup de balai dans tous ces pourris, etc., tout irait mieux, mais ça je ne crois pas une seconde. Je pense que le problème est institutionnel, il faut s'attaquer à des trucs structurels. Donc moi je ne connais pas très bien son mouvement, parce que d'un autre côté, je pense qu'en Belgique, il y a un phénomène intéressant, c'est la croissance du Parti du travail de Belgique, du PTB. Parce que ça, c'est un parti qui date de mai 68, qui a longtemps été très marginal, qui était maoïste, et puis qui est devenu d'extrême gauche, mais très marxiste-léniniste, comme il disait, stalinien, si on veut. Et donc, ils sont restés très longtemps marginal, et depuis 2008, ils ont fait une transformation, et maintenant, ils sont en train de monter du côté francophone, ils ont 6, 7, 8%, je ne sais pas, d'intention de vote, on verra. Mais c'est la première fois en Europe, je pense, qu'il y a une force de gauche, de gauche radicale, enfin plus ou moins radicale, qui monte. Parce que le front de gauche, c'est un peu le restant de ce qu'était le PCF dans le temps, et c'est beaucoup moins. Die Linke, c'est aussi un peu la même chose, un peu le restant d'anciens partis communistes d'Europe, d'Allemagne de l'Est. En Italie, il n'y a presque plus rien. Enfin, presque partout, les partis de la gauche traditionnelle ont presque tous disparu. Les partis socialistes se sont transformés, sont devenus néolibéraux, etc.
Donc d'une certaine façon, je suis assez favorable à ce truc, à la montée du PTB, parce qu'il remonte, il recrée ce qui pour moi serait la véritable gauche, qui serait l'ancienne gauche, celle qui existait avant la gauche des droits de l'homme, avant la gauche de la censure, avant la gauche de l'Union européenne, avant la gauche écologique, écolo-bobo j'appelle ça, hein, avant toute cette gauche qui maintenant a complètement liquidé et dominé tous les partis, la gauche de l'IB, du Monde, de Nouvelle Observation, ce genre de genre-là, y compris le NPA et tout ça, qui pour moi font tous fausse route sur toutes sortes de questions fondamentales. Au moins là, il y a un signe positif. Maintenant pour la France, moi je pense, mais je ne suis pas français donc je ne vais pas dire aux Français ce qu'ils doivent faire, je pense que si j'étais français, je voterais pour l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, donc Asselineau. Parce que je suis assez favorable, mais je ne suis pas assez optimiste qu'eux sur ce que serait la sortie de l'Europe, mais je suis assez favorable à l'idée de déconstruire la construction européenne. Parce que je ne vois aucune possibilité de la réformer. Donc tout le monde est d'accord que l'Europe ne fonctionne pas, il faut une autre Europe, personne n'en discute. Il faut une Europe plus forte, différente, moins libérale, tout ce que vous voulez, mais il est évident que telle qu'elle est construite, c'est impossible de la transformer. Là, l'UPR a raison. Bon, alors j'ai d'autres amis qui, eux, prônent le boycott. Hein. Puis évidemment, il y a des gens qui votent Front National, mais je veux dire, moi je ne le ferai pas, mais donc je pense que le mieux, c'est le vote UPR. Maintenant, dans d'autres pays, c'est évident que si le Front National ferait un bon score, si le UKIP, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, donc de Farage, fait un bon score, si Alternative für Deutschland, donc les eurosceptiques allemands font un bon score, etc., ou si Beppe Grillo fait un bon score en Italie, ça va être un séisme en Europe. Donc si on veut foutre la merde, comme on dit, on peut souhaiter qu'ils fassent un bon score. Mais seulement, moi je ne raisonne pas nécessairement comme ça parce que je me désole un peu de la ligne politique de tous ces gens. Par exemple, Nigel Farage, il est très thatchérien, il est encore plus néolibéral que l'Europe. En fait, il reproche à l'Europe d'être trop sociale, donc c'est tout à fait différent même de ce que dit Marine Le Pen. Et ces gens ne sont pas d'accord. Enfin, c'est-à-dire que les eurosceptiques, il y en a autant à gauche qu'à droite, et il y en a autant qui en fait reprochent à l'Europe d'être trop sociale que de gens qui lui reprochent de ne pas l'être assez. Moi, de nouveau, je pense que la gauche avait une erreur totale, et ça, c'est assez bien documenté, par exemple, par le journal Fakir et en général sur le tournant que le Parti communiste a pris, et puis après avec lui le Front de gauche, etc., sur l'Europe, qui a été un tournant, à mon avis, fatal, où ils ont vraiment considéré que finalement il fallait adhérer à l'idée européenne. Parce que même si on veut la changer, même si on veut une autre Europe, qu'on croit que c'est possible, la première chose à faire, c'est dire on va en sortir. Parce qu'il faut toujours demander plus pour avoir moins, c'est le principe de toutes les négociations. Si on dit on veut une autre Europe, on demande 30 ans, il n'y a rien qui change, c'est évident qu'il faut changer de tactique, il faut moins taper sur la table et dire voilà, faire la politique de la chaise vide comme l'a fait De Gaulle ou quelque chose comme ça. Même si on espère réellement changer. Mais tout le discours sur une autre Europe, voter pour nous, on va faire une autre Europe, c'est de l'enfumage à l'état pur. Ça, c'est choquant même ça. D'accord? Donc voilà, c'est un peu ce que je pense. Je pense que mais comme je dis, je suis de deux, comment dire, of two minds, comme dire, j'ai deux points de vue. L'un, c'est que d'une part, je considère que ce serait bien qu'il y ait un choc, un coup de pied dans la fourmilière, et d'autre part, ce choc va venir de gens qui, d'une part, n'ont pas de programme commun, soit des gens plus libéraux, d'autres moins, plus sociaux, et je ne me retrouve dans aucun d'entre eux, quoi. Ça, c'est le problème. Et j'aurais voulu que le malheur, mais maintenant la gauche en paye le prix, mais j'aurais voulu que la gauche ne se disent pas, voilà, l'Europe c'est fini, c'est fait, c'est pour l'éternité, etc. Il y a des gens qui étaient lucides depuis longtemps, ils se sont rendus compte que l'Europe n'allait pas se faire pour la bonne raison qu'il n'y a pas de peuple européen et on ne peut pas le créer par décret où le peuple français ne va pas disparaître, le peuple allemand ne va pas disparaître, etc. Et dans l'idéologie mondialiste ou même altermondialiste, les gens pensaient, voilà, c'est terminé, on va créer l'Europe comme État-nation. Ça c'est une illusion, je crois.